Lionel, toi, tu es encore une start-up, tu débutes encore. C'est ça. Et pourtant, un de tes clients, c'est déjà Walt Disney. Dans mon cas, enfin, on a eu la chance, donc, puisqu'en réalité, Disney est venu nous voir. C'est vrai ça, Disney est venu te voir. Oui, oui. You know that Heineken Vietnam is number 2 in the world in terms of productivity, in terms of profitability. The World Bank also estimates that Vietnam will be the top 20 of economy, largest economy in the world. So please think about Vietnam. L'email est impersonnel en Afrique. Le WhatsApp est personnel, mon vieux. En général, on a la moitié de l'information sur WhatsApp et l'autre moitié qui est envoyée par email. Yeah, I have to say that really Trang is magic. Ok. Yeah, honestly, she's magic. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Export Talk Show, toujours avec Œuvre Seul qui soutient et qui vous aide à entreprendre très très loin aujourd'hui. On parle vraiment d'export lointain, Sénégal, États-Unis, Vietnam, avec des entrepreneurs qui ont réussi là-bas, des toutes jeunes startups qui se signent déjà avec Walt Disney, donc c'est vraiment de l'info en or aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est un exceptionnel, on est au Comet à Louise, mais petit tips, le prochain, tu n'es pas prêt pour la destination, même nous on ne réalise pas encore où on va faire le prochain Export Talk Show, c'est incroyable, donc suis-nous, commande, abonne-toi, très bonne émission, à bientôt. Messieurs, bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir évidemment parmi nous. Je vais vous demander de vous pitcher en une phrase ou en deux. Deux, je peux faire. Vas-y avec deux. Alors, mon nom est Lionel Lawson, je suis le fondateur et CEO de Skemi. Et Skemi, c'est le mariage entre le cinéma et le jeu vidéo, le gaming. Donc, au lieu d'aller au cinéma simplement ou faire du Netflix and chill à la maison, vous allez au cinéma et en fait, vous jouez à des jeux vidéo. On transforme des films en jeux vidéo. Et donc, avant le film, vous jouez à un jeu, vous incarnez Superman, James Bond, Deadpool, peu importe. Et toute la salle, ça, hein. Toute la salle. On est vraiment là, toute la salle en train d'essayer, par exemple, d'imiter le radeau ou de faire un radeau pour... C'est ça, c'est dans le cadre de Moana. Exact. Donc on a fait une battle de plusieurs salles de cinéma où 400 personnes sont en train de ramer dans une pirogue en compétition avec une autre salle et ainsi de suite. Donc notre spécialité, c'est des battles de cinéma pour la sortie de films interactifs. Incroyable. Eric ? Deux phrases, ça va être difficile. Je préviens. Ok. Donc, mon nom est Eric Gabris. Je suis le représentant de Hub Brussels à San Francisco. Et si je devais me résumer ma personnalité, peut-être que j'ai commencé par ça, c'est la passion. Ok. Je suis passionné. J'ai toujours fait des choix par passion, avant tout. Et je suis ingénieur commercial de formation, mais j'ai décidé de travailler au départ pour une société de 3 personnes. On ne les appelait pas encore start-up, c'était des PME à l'époque. Okay. Et donc, j'ai quelques cheveux gris, donc voilà, c'est différent de maintenant. Et j'ai toujours travaillé dans le secteur tech. Et j'ai découvert la Silicon Valley à travers une de mes expériences professionnelles. Et là, j'ai adoré l'écosystème et je voulais faire découvrir ça aux entrepreneurs bruxellois. Incroyable. Bon, voilà, je fais ça depuis 14 ans maintenant. Okay. Et chaque jour est un renouveau. Et d'ailleurs, Lionel est un bon témoignage de cela. Génial, merci beaucoup. Lionel, toi, tu es encore une start-up, tu débutes encore, je peux dire ça ? Oui, c'est ça. Et pourtant, un de tes clients, c'est déjà Walt Disney. Oui. Normalement, comme une start-up, son premier client, c'est certainement pas Walt Disney. Raconte un peu comment ce genre de choses peut arriver. Bon, dans mon cas, enfin, on a eu la chance, donc, puisqu'en réalité, Disney est venu nous voir. Donc, le distributeur de Disney. C'est vrai ça, Disney est venu te voir. Oui, oui. Ok. Donc, voilà, on a eu de la chance. Mais quoi, sur un salon, t'as reçu un mail, quelqu'un t'a appelé un jour, salut, c'est Disney. On a reçu un mail, donc pour la petite histoire, j'ai reçu le mail, j'ai cru que c'était une blague, que c'était un concurrent qui nous contactait pour avoir nos prix. Et donc, bon, j'ai répondu. Et puis, je suis allé... En fait, j'y ai cru seulement quand je suis arrivé au bureau de Disney à Paris. Et donc, voilà. Et donc, on travaille avec eux depuis 2016. Incroyable. Et ça, quand t'étais encore à tes tout débuts, quoi. Enfin, bon... La société a été créée en 2013, mais on faisait autre chose à l'époque. On faisait toujours de l'interaction de masse. Donc notre core business, c'est, par exemple ici, on pourrait mettre un écran, une caméra, et tout le monde pourrait jouer, répondre à des questions, ou faire des jeux, des compétitions, peu importe. Donc on a commencé par faire ça. Tu vends ton produit là déjà. Pour commettre, petit message, ce serait beaucoup mieux qu'un... Pourquoi pas. Donc on a fait ça, puis on a pivoté en 2016. Enfin, on a pivoté parce que Disney nous a contactés. On faisait autre chose. Puis notre premier projet, c'était Moana. Okay. Et puis on a fait Cars, enfin, on a fait Lightyear, on a travaillé avec Disney et Universal.
Enfin bref, donc voilà. Pas mal. Et Eric, comment vous êtes rencontrés, vous deux, alors? On s'est rencontrés en fait à travers au départ une action ça fait partie des actions qu'on supporte. On était présent à la GDC, donc qui est une grande conférence pour les développeurs en gaming, et notamment comme il y a une gamification de la participation aux salles de cinéma. Mais voilà, on s'est rencontrés, puis on a eu des demandes d'introduction, et donc c'est de cette manière-là que la relation s'est établie. Pas mal ça. Et quand on veut se lancer aux États-Unis, c'est flippant? Oui, c'est flippant. J'ai mis 5 ans à y aller. 5 ans? Ouais. Ok. Donc avant, je voulais pas y aller. Je disais non, c'est pas pour nous. On peut y arriver en Europe, ainsi de suite. Ok. Et en fait, vu nos ambitions, que ce soit la Belgique ou la France, c'est trop petit en termes de marché, en termes de budget. Enfin, nos clients sont directement les studios, et donc les studios ne sont pas basés en Europe, ils sont basés aux États-Unis. Et donc, j'ai quand même mis pas mal de temps avant d'être prêt mentalement. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact avec Eric. Et vous nous racontez, ça veut dire quoi y aller? Dans ton cas, ça veut dire quoi y aller aux States? T'as été dans un salon? T'as été directement sonné à la porte des studios? C'est quoi y aller? Non, ça pas encore, puisque les studios, pour l'instant, on travaille déjà avec eux. Enfin, en tout cas, les plus grands travaillent déjà avec eux. Mais y aller, c'est avoir une présence là-bas sur place, négocier, networker, lever des fonds. Enfin bref, il y a tout un ensemble de trucs qu'il faut faire. Et en fait, ça fait peur, il ne faut pas se leurrer. Et puis, il faut être prêt mentalement à faire le pas, changer la mentalité. La manière dont je pitch ici est radicalement différente de la manière dont je pitch là-bas. Ah oui? C'est quoi la différence? Ici, disons, on va me demander de prouver avant de payer. Là-bas, on me paye pour prouver. Donc, okay. Ouais. Donc, c'est une belle punchline, ça, quand même. Hein. Ici, ouais. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore reçu $1, mais mais c'est l'état d'esprit est radicalement différent. Okay. Je sais pas comment expliquer. On est bon, je vais pas cracher dans la soupe, mais en tout cas ici, j'ai l'impression d'être dans une cage, essayer de trouver des solutions. Et en tout cas, quand je pitch, que ce soit des clients ou des investisseurs, c'est beaucoup plus ouvert. Ok. D'ailleurs, je peux complémenter cet aspect-là sur la levée de fonds, même si c'est pas l'objet de la... Ok, on applaudit, ok, mais oui, c'est l'enthousiasme, il faut le... Attends. Si on peut complémenter cet aspect-là, c'est vrai que l'optique d'un investisseur américain est assez différente de l'optique d'un investisseur européen, qui est en général plus conservateur. Et pour la petite anecdote, je me souviens d'un cas où l'entreprise me disait que quand elle avait, au tout début d'un investissement, elle avait réalisé un dossier entre tous les actionnaires, donc on appelle un pack d'actionnaires de plus de 200 pages. Vous imaginez pour une start-up ce que ça peut représenter, alors qu'aux États-Unis, on signe une promesse de dette, donc promissory note, qui est en fait utilisée par tout le monde et qui comporte 5 pages au maximum, que tout le monde comprend, dont les termes sont connus. Et voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de la différence entre les deux mondes. Et donc moi, Eric, je veux me lancer aux States. Je t'appelle, je t'envoie un mail, comment ça se passe, tu vois? Et quand je t'appelle ou quand je te contacte, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que toi tu mets en place pour... Et qu'est-ce que tu as mis en place pour Lionel là? Il va vérifier ce que tu dis, ne vend pas trop de... Non, mais il n'y a pas de problème. Mais chaque cas est différent, évidemment. Donc, dans le cas de Lionel, on s'est concentré sur les introductions. En fait, la première démarche qu'un entrepreneur bruxellois va faire sur le marché américain, c'est d'abord de valider son produit sur le marché US. Alors, comment on peut le valider? Parce que c'est la question, mais la réponse est plus complexe. Mais bien sûr, c'est de valider avec des clients ou des partenaires potentiels. Et c'est là qu'on intervient. Notre force, c'est notre réseau. Donc voilà, ça c'est le premier point essentiel. Et la deuxième question souvent qui nous est posée dans cette validation, souvent l'entrepreneur qui a réussi en Europe a un préconçu du marché américain, pense qu'il va faire la même chose, on y parle anglais, bon, c'est pas trop différent au niveau culturel, en tout cas a priori, et donc s'imagine que ça va être exactement la même chose. Et je vais prendre un exemple qui n'est pas tech pour le coup, qui est un entrepreneur qui avait tout un réseau de salons de coiffure ici, donc qui employait des coiffeurs dans son réseau et voulait faire la même chose. Et dans ce cadre-là, me posait la question, est-ce que tu pourrais me donner un exemple de contrat d'emploi aux États-Unis? Et j'aurais pu répondre, ben oui, voilà, la lettre d'engagement, parce que c'est beaucoup plus simple, mais ça aurait été une mauvaise réponse. La vraie réponse, c'est qu'aux États-Unis, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les salons de coiffure, ce sont d'abord des investisseurs d'immobilier qui achètent un bâtiment
et qui le mettent à disposition de coiffeurs et ils les louent. Ils n'engagent pas les coiffeurs. Et donc, si on ne comprend pas ça et si on ne connaît pas cette contrainte culturelle, entre guillemets, où la manière de faire le business est différente, ben, on a absolument zéro chance de réussir. Voilà un exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Et toi, tu as fait ce qu'il fallait faire ou tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire? Même si j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, il m'a bien aidé, donc c'est l'essentiel. Honnêtement, je pense qu'on a juste envoyé un mail, ils nous ont recontactés, et puis ensuite, par rapport à la validation du marché, en fait, le marché est déjà validé, notre produit on vend à des distributeurs, donc le distributeur de Disney par exemple en Europe, mais c'est validé par les studios US, donc on sait qu'il y a un besoin et ainsi de suite. Donc cette partie-là, elle est claire, mais par contre au niveau pricing, là on a dû s'adapter, c'est pas du tout les mêmes ordres de prix. Et puis ensuite l'accompagnement d'Eric, là c'est vraiment, il nous a à nouveau aidé à valider le marché, les personnes qui nous a introduits ont pu valider en fait l'adéquation du produit avec le marché. Est-ce que par rapport au pricing, aussi la levée de fonds, là à nouveau c'est le jour et la nuit. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un peu ton coach américain, quoi, Eric. Ouais, et via lui j'ai rencontré d'autres coachs et ça c'est super. Et canon. Dans mes notes, j'ai un truc sur la côte ouest. Vous avez une idée là-dessus? Il faut absolument aller là, pas là. C'est quoi le... C'est une des premières questions qu'on se pose, évidemment, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je dois aller à New York? Est-ce que je dois aller à San Francisco? En fait, il y a quelques villes clés. Donc, j'ai déjà mentionné deux. Il y a Los Angeles aussi. On vient d'accueillir une société de Greenshot qui va s'établir là-bas. Okay. En général, les entrepreneurs s'établissent... Qui vient d'acheter d'ailleurs. Greenshot, oui, tu disais? Oui. Qui vient de racheter, incroyable. Qui était un exporto il n'y a pas longtemps. Absolument. Et je pense un peu grâce à nous, grâce à l'exposition qu'on lui a permis sur Internet. Il vient de racheter une boîte aux États-Unis. C'est grâce à toi, absolument. Voilà, je voulais pas le... Bravo. Merci, c'est vrai que c'est un peu ça. Et donc, généralement, c'est ces grandes villes-là qui attirent, pour des raisons évidentes. Alors, il y a quelques exceptions. Softron, par exemple, est à Las Vegas. Aussi une belle réussite bruxelloise sur la côte ouest. Et on a eu des discussions, d'ailleurs, entre deux entrepreneurs, donc ProxyClick, d'une part, et qui s'étaient établis à New York. Et c'était assez intéressant. Et... la société Aptui, qui, elle, avait choisi San Francisco. Donc, on a eu ce débat-là. Et en fait, généralement, ce qui dirige les sociétés, ce sont les clients. Et donc, il faut simplement suivre ses clients. Donc, un Aptui qui offre une solution d'optimisation des apps, la plupart de ses clients sont à San Francisco, ils sont là. ProxyClick, qui était beaucoup plus diversifié, ils ont décidé de s'établir à New York parce que c'est quand même plus proche des équipes européennes. Il ne faut pas oublier, on a quand même 3 heures supplémentaires de décalage, donc ça rend les choses plus complexes. Mais donc voilà, suivre ses clients, c'est généralement le choix qui est choisi. Yes. Et les trade shows là-bas, c'est aussi hyper important, non? Pour rencontrer des clients, distributeurs, tout ça, c'est une façon de se faire connaître? Bien sûr, c'est une manière aussi, on parlait de validation du produit sur le marché. Généralement, les gens commencent par cela, assister à un trade show. C'est ce qu'a fait Lionel d'ailleurs lors de la GDC. Il y a plusieurs trade shows qui sont importants. Si on est dans le hardware, l'IoT, on va faire le CES par exemple, dans le domaine tech. Nous-mêmes, chaque année, on participe au TechCrunch Disrupt. Le prochain, je fais du self-promotion, mais le prochain aura lieu du 28 au 30 octobre prochain. Et on accueille sur notre stand plusieurs startups bruxelloises. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Aptui a commencé et a signé ses premiers clients sur le salon. Incroyable, j'avais pas vu tout ça, canon. Une des plus belles pupitres qu'on a à Bruxelles, quoi. Absolument. Oui, pas mal ça. Et toi, Lionel, c'est quoi parce que le rêve américain, t'es pas encore tout en haut, mais t'es déjà très loin par rapport à d'autres. Raconte-nous un peu les erreurs que t'as faites. Tu te dis, putain, ça j'aurais dû faire autrement. De ne pas aller aux États-Unis. Il y a attendre trop longtemps, c'est ça? Oui, beaucoup trop longtemps. Mais à nouveau, voilà, c'est pas. Donc il y a une différence entre analyser un marché, ok, il y a du cash dans ce marché, et enfin, moi, en tout cas, l'erreur que j'ai pu commettre, c'est j'ai pas analysé, j'ai pas bien compris l'adéquation du produit avec la culture. Donc c'est pas parce que notre produit c'est du gaming, cinéma et ainsi de suite, et la manière dont le cinéma est consommé en Europe, aux États-Unis, en Afrique est radicalement différente. Mais voilà, j'étais dans mon petit cocon, dans ma zone de confort, c'est facile. On a quelques clients, c'est cool, on a Disney, on a Universal, pourquoi je vais aller voir ailleurs? Et on va grandir, mais en fait non. Et on m'avait déjà dit il y a quelques années, va au State, et j'ai dit non, pas besoin, on va grandir comme ça. Et donc, oui, c'est clairement une erreur. On va te faire de la conne, mais non. C'est clair. Ouais. Mais je pense qu'il faut c'est d'abord un processus psychologique.
Et le déclic, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas comment répondre autrement à la question. C'est le marché et puis il y a beaucoup de psychologique aussi. Ouais. Eric, toi, quand tu vois des gens entrepreneurs qui te contactent... Mais l'erreur que l'on peut faire avec les États-Unis, c'est ça impressionne. Enfin, un marché de 330 millions, nous, petits Bruxellois, arrivés aux États-Unis. Bon, d'abord, le marché est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont différents États. On ne commence pas à aborder le marché américain dans son entièreté. Souvent, on démarre à un endroit, comme je l'ai précisé. Oui. Donc, ça relativise les choses. Et l'ignorer, c'est souvent dommage, parce que c'est quand même... Enfin, la Californie, toute seule, c'est la 5e économie du monde. Les États-Unis, c'est la plus grosse économie du monde. Donc, ignorer ça, c'est se priver d'un marché énorme. Donc, je trouve ça un peu dommage. Dans une réflexion d'un entrepreneur qui veut maximiser ses ressources, notamment le cash, peut-être qu'il vaut mieux passer plus de temps sur un marché prioritaire comme les États-Unis que sur plus petits marchés qui demanderont tout autant de ressources en termes de temps, par exemple, et en termes de cash. La Belgique, tu veux dire? Pas seulement. La Belgique est fantastique pour démarrer son produit et le prouver. Mais si on veut devenir très grand sur son marché de niche même, les États-Unis souvent s'imposent, en particulier dans le secteur tech, mais ailleurs aussi parfois. Génial. Merci beaucoup. Je propose qu'on les applaudisse déjà pour ce témoignage. Et sur les États-Unis, Universal. Tu nous raconteras comment tu as eu Universal après, d'accord? En tout cas, je vous remercie par rapport à ce témoignage. Je trouve ça super intéressant de partager avec nous. Oui, parce que... bon. J'ai une petite question. D'où est venue l'idée de quitter la Belgique et de partir aux États-Unis? J'ai pas quitté la Belgique. On s'exporte aux États-Unis, mais je quitte pas la Belgique. Et la question est compliquée, donc je ne sais pas comment je vais y répondre. Donc, par rapport à notre projet de croissance, on est arrivé à une certaine limite, en tout cas en Europe. Et donc, pendant quelques années, j'ai essayé de craquer le système. Et honnêtement, je ne sais pas, mais c'est un déclic. Un jour, on était en pitch avec un de nos commerciaux aux États-Unis. Et pendant qu'il présentait, je me suis dit, en fait, je dois y aller. Et depuis, on a commencé. Maintenant, j'ai pas une recette magique pour dire s'y arriver à tel moment. Mais le déclic, c'était un pitch, quoi. Oui, on pitchait. Et la manière dont il présentait, c'était clair que c'est moi qui devais y aller et rencontrer les studios. Et donc, voilà. Nickel. Noël, je vais venir chez toi. Ah, madame. Merci, très intéressant. J'ai une question. Est-ce que cette approche dynamique d'un nouveau marché vous donne des idées nouvelles au niveau produit et contenu? Tout à fait, complètement. Puisque en réalité, via les personnes que j'ai rencontrées, via Eric, puis ensuite, en réalité, j'adapte le produit et le business model en fonction des contacts que j'ai. Bam, adapter, c'est pas créer, madame dit. Tout dépend de votre définition d'adapter et tout dépend de la définition de créer. Merci. Madame? Quand vous dites que vous êtes allé aux États-Unis, ça veut dire que vous avez vraiment créé une entité entreprise là-bas, ou bien est-ce que qu'est-ce qui a été vraiment la démarche ou juridique ou je sais pas quoi? En ce qui me concerne, moi je suis au début, et donc la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je suis au début du processus, que je peux partager entre guillemets à quoi ça ressemble quand on commence. Je pense qu'après il y a d'autres intervenants qui ont déjà créé des sociétés, donc moi je suis à l'étape de prendre les informations, savoir comment est-ce qu'on fait pour le visa, comment est-ce qu'on l'incorpore, ainsi de suite. Et donc pareil, si j'étais pas passé par Hub ou d'autres, j'avais absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire. En général, l'incorporation aux États-Unis est une étape. C'est pas ce qui se fait en premier d'ailleurs. C'est assez rapide. En plus, il n'y a pas de minimum au niveau capital, donc c'est relativement peu coûteux. Il y a souvent une raison liée au risque juridique pour créer une entité. Donc c'est à partir du moment où on commence à commercialiser le produit que l'entité devient une exigence. Et là, on a toutes les étapes. Certains créent uniquement l'entité sans personnel sur place, donc uniquement pour la protection juridique et pour aussi des aspects financiers. C'est plus facile d'ouvrir un compte et d'avoir cet aspect-là. Il y a des services en ligne comme Stripe Atlas qui vous le font pour quelques centaines de dollars. Et il y a une autre, on ne va pas rentrer dans le détail peut-être aujourd'hui, mais il y a une autre raison pour laquelle les gens ont créé une société, mais à ce moment-là, ça demande un engagement financier plus important. C'est aussi pour des raisons de visa.
Il faut savoir qu'il y a un visa lié au traité entre les États-Unis et la Belgique qui permet d'avoir ce qu'on appelle un visa investisseur 2. Et dans ce cadre-là, avec un investissement significatif, on peut travailler pour la structure que l'on a créée aux États-Unis. Et donc ça, c'est une deuxième raison qui amène les entrepreneurs à créer l'entité aux États-Unis. Monsieur, il y a une question? Oui, bonsoir. En fait, vous disiez tout à l'heure que vous créez la société, le siège de la société en fonction d'où se trouvent vos clients. Donc c'est tout à fait logique. Par contre, dans mon cas, par exemple, j'ai une société de compléments alimentaires, donc finalement le marché est ouvert, pas spécialement dans un État ou un autre. Quel est fiscalement, légalement parlant, le meilleur État? On parle toujours de Delaware, forcément. Quel serait, dans mon cas, par exemple, le meilleur État pour établir une tête de pont ou un siège ou quoi que ce soit, en fait? D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de structure américaine. On est toujours une structure incorporée dans un État aux États-Unis. Donc, Delaware, pourquoi? Ce n'est pas pour des raisons fiscales, contrairement à ce qu'on croit souvent. C'est pour des raisons juridiques, en fait, parce qu'il y a assez de jurisprudence, et c'est le droit américain. Donc, en cas de question, en fait, les juristes sont très à l'aise. Et c'est devenu un standard. Au départ, il y avait aussi un côté facilité, parce que le Delaware était le premier à autoriser les incorporations au lieu d'utiliser un fax. Et je ne souriais pas. Ils ont été les premiers à utiliser un site web, etc., pour l'incorporation. Donc ça, il y avait un côté facilité et un côté aussi de la jurisprudence. Et maintenant, c'est devenu un standard. Il faut savoir qu'avant, ce n'était pas le cas. Enfin, si on recule au départ, c'était l'État de New York qui était le standard pour incorporer aux États-Unis. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième question, au niveau de la localisation, ça, c'est différent. Souvent, on vous incorpore, si c'est une corporation, c'est souvent au Delaware. Si vous utilisez, par exemple, le service, je ne vais pas faire la publicité, je n'ai pas d'action chez eux, mais de Stripe Atlas, parce que c'est le plus utilisé par les entrepreneurs, en fait, c'est un service qui va automatiquement vous incorporer au Delaware, pour cette raison-là. Et même, d'ailleurs, la plupart des sociétés qui ont une envie de lever des fonds, par exemple, vont aussi s'incorporer au Delaware pour les raisons que je vous ai citées de jurisprudence. Maintenant, quand on opère dans un État, c'est-à-dire si on a une présence physique, si on a des employés, etc., là, on doit s'enregistrer comme opérateur. Et là, c'est une autre question, dans les États où on opère. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on fait à chaque fois que l'on ouvre un bureau, par exemple, ou ce genre de choses. Donc les deux questions ne sont pas nécessairement... Il ne faut pas s'incorporer dans l'État où on est actif, nécessairement. Parfait, mais écoutez, un tout grand merci pour votre témoignage, les retours, les questions. So obviously, we want to know everything about Vietnam and business in Vietnam, Alain. But first, could you pitch yourself? Who are you? Good evening, everybody here. And I'm Chang. I'm from Vietnam, Hanoi, Vietnam. And I worked for Hub Brussels for several years, and really happy to meet all of you there, and together with Alain and Thierry, to say something about Vietnam. Okay. Thanks. And you like rain? Yeah. Now? Not now. Not now, because now it's already sunny. Yes. So rain. For once. Yeah. For once. And Alain, could you pitch yourself? Please. Thank you. So I'm Alain Goudsmet. I'm the founder of Mentally Fit. Mentally Fit is a coaching company. I created Mentally Fit 25 years ago, first in Belgium. It's a company of mental coaching for top athletes, sporters. So I did coach, I worked for the Belgian Tennis Federation for 20 years. I was based in Mons with the little Dominique Monami when she arrived, and then Justine, and then Olivier Rocus, and so on. And for the last 5 Olympics, I'm coaching the Belgian hockey team. So I was with the Red Lions in Beijing, in London, in Rio, as mental coach. And I created that company 20 years ago to cascade and to translate sport technologies, methodologies, mental focus, teamwork, to the corporations. And so today we have 100 coaches all over the world. And we have one entity that we started 7 years ago in Vietnam. And there we coach managers and we coach athletes. We coach the Olympic coaches, in fact. The sports athletes, the sports coaches from Vietnam. For the coach. Yeah, coaching the coach. Okay. Thanks to you, everybody can be an Olympian? No. No. You're looking at me. No. To become an Olympian, you need
technical skills, physical skills, tactical skills, and Okay. when you have the basic skills, then you can have the mental skills. Okay. Mental skills are on top of everything. Okay. Champions have strong mental skills, Okay. but you need the basics. Okay. And I'm sure that you have the basics. Thank you. It's very nice of you to be so kind with me, but I will work to have it. Okay. Tran, can you give us some? Everybody know Vietnam with the tourism. Okay, this kind of imagery, beautiful nature. But can you tell us, give us some insight about the market in Vietnam? May I have a question? Anyone here in this room already visited Vietnam? Wow, so amazing. So I hope that the remainers will be in Vietnam soon. And Vietnam is a country in the central of the Southeast Asia, and actually it is a sizable market, especially for Belgium, because we have more than 100 million population, and it is really sizable, with 60% of the population is under working age. And also the economic growth rate in Vietnam is one of the fastest country in the region. And the World Bank also estimates that Vietnam will be the top 20 of economy, largest economy in the world by 2030. So please think about Vietnam. And if you have any product or services, do not hesitate to reach out to me or to Hub Brussels so that explore the market. One really good sales speech. Thank you. You're a nice ambassador of Vietnam. Alain, did you knew that everybody, all these facts before launching in Vietnam? That everybody was what? Did you knew all these facts that Tran exposes right now? Did you have all these facts in mind before launching in Vietnam? No, honestly, Vietnam, you have to go and to visit Vietnam to rediscover the size of the country. It's like Chile, it's a long country. So there are 2 hours flight between the south, Ho Chi Minh, Saigon, and north, Hanoi. But the motivation, the willingness, the welcome spirit of Vietnamese is incredible. If you can overcome the hard bureaucracy, and I heard my colleagues from the United States who say it's easy to open a business, to create a company in the States, to open a bank account. In Vietnam, everything is a little bit more complex. When you overcome the bureaucracy, then you discover a magic world. People want to work there. There are not many countries in the world where people have the willingness to work. They are proud to work. And that's really the magic of Vietnam. Also, it's a growing country, 100 million people, young population, very educated people. All people have a diploma, a certification, and the willingness they want to succeed. And you can feel that energy. And there are many countries where you invest and you have to push for business. There, everything is possible. You plant a seed and it will grow. And Trang is right that the ambition, and I was there 2 weeks ago with the Belgium ambassador. We were together, and explaining that the ambition of Vietnam is to enter in the top 20 of the world economics. They have the power, they have the willingness. So everything is possible in that country. Alain, for give more information about Vietnam, very attractive, and that means it is from your hand-on experience. Thank you. And about this experience, this very long experience, can you share us about your first business trip in Vietnam? Did you go to Brussels? Did you went on your own? Did you went for a trade? Can you give us some insight about how was the first business trip in Vietnam for you? It was mentioned by Eric and Lionel in the United States. You follow your clients. So Mentally Fit today we have global clients like Sodexo Global, Adidas Global, Amazon Global, and one of my global clients was Auchan. And in 2015, they wanted to establish a base camp in Hanoi and in Ho Chi Minh. So I was coaching there the local management team, mixed of
Vietnamese people and French people. And after that, I started coaching Heineken globally, but Heineken Vietnam. Because manufacturing, the price of the workers is very low. So many large corporations are investing for manufacturing in Vietnam, of course. So Heineken, you know that Heineken Vietnam is number 2 in the world in terms of productivity, in terms of profitability. Number 1 of Heineken is Mexico, number 2 is Vietnam. So high productivity, and Heineken feel that there is a lot of potential over there. So my first experience was 10 years ago in 2014, 2015 for Auchan, for Heineken. And there I discovered the Vietnamese spirit, the willingness to work, the pride. Here I have my pins, the pins of my company. My company, we have our headquarters in Hanoi. All the employees, they have the pins. They enter in the office, the back office, and they have the pins. They are proud ambassadors. That's the Vietnamese spirit. Willingness to work, motivation to work, pride of belonging. And so 10 years ago, I started with Heineken, Auchan, Sodexo, and so on. And then I decided to invest in Vietnam because I could feel really the energy. So I opened my first company over there in 2019 in Hanoi, North. And now we are opening a subsidiary in Saigon in South. Bureaucracy is complex, but people are really so motivating. Yeah. But we are so used in Belgium to bureaucracy, so maybe it's an advantage for us to... No, of course, being Belgium, it's a benefit because you are a little bit trained about how to manage tax and bureaucracy. Mm-hmm. But there, it's... next level. It's the Olympic level. Wow, okay. That's the Olympic level. I want to go to Vietnam. Okay, and when we prep for this show, we discovered that the business culture was a little different. We wanted to go with the flow. You want to have the question and to be able to write everything before, and that's interesting, different point of view about business. How can you summarize the business culture in Vietnam, and maybe a difference there is in Belgium for Alain after that, Tran? Actually, I also receive many requests from companies, and they are so excited to be in Vietnam, but they didn't do market survey, so that when they come to us, they say, why Vietnam is so slow in answering or in sending a response to them. So I have to explain them about the culture, business culture in Vietnam, and actually they really want to have, that means the relationship or some common connection is very important in Vietnam. If you come to the country without any common connection or some relationship, it is too difficult. So that's why with Hub Brussels, we are here in Vietnam, so we are the credible entity to introduce you to the market so that you may overcome the cultural difference between a Western and the Eastern country. That's what I try to convince Brussels company to be more patient, more durable, and more flexible, so that when you already put your feet in the market, you will win. Okay. So. Thanks. Alain, you express the same thing? Yeah, I have to say that really Trang is magic. Okay. Yeah, honestly, she's magic. She's first, you see, that's the tradition. She comes, she is proud to represent the country. That's really the pride of belonging. She's smiling, humble. That's Vietnam. And so everything is possible there. She did help my company, Mentally Fit, a lot. She did open many doors with Chamber of Commerce, with federations, with her sports club, because today we coach managers in corporations, but we also developed mental coaching schools for sports, for Olympic coaches. So she did introduce to us to many, many of those local entities. It's really an incredible support. I have to say, that's the booster. Because of Tran, I think that you can go to Vietnam really with trust, confidence, and motivation. And she opened many doors, and without Hub Brussels, honestly, I could not really develop so fast
my local activities because of the local culture. And so we need, if you invest in Vietnam, you need, of course, the support of people. You. But you need also to find the local CEO, the local representative, which is a local one, which really, because you cannot learn Vietnamese. It's impossible to learn the language. You can learn Chinese, you can learn Russian. Vietnamese, it's impossible. Okay. I met so many expatriates, they try, nobody can, it's very difficult. So we need those local support. My CEO is Michin, based in Hanoi, with my local staff based in Hanoi. She's Vietnamese, she's open doors, she knows the network. It's all based on relationship. Somebody recommend you, that recommend you, that recommend you. Otherwise, you don't enter the market. Okay. We need that recommendation. Recommendation and Tron. You have to do the both in your pocket. Okay, advantage. And are there specific trade agreement between Belgium and Vietnam? Yes, indeed. And I think the most important that I should mention to you is that Vietnam is the second country in the Southeast Asia reaching the agreement with the EU, that is the EVFTU, EU-Vietnam Free Trade Agreement. And this agreement came to effect on the 1st of August 2020, and almost about 50% of the tariff line now eliminated. The agreement came to effect, and in 10 years, almost 99 tariff line will be eliminated. That means to zero. By 10 years after the agreement came to effect. So it is a good mechanism for not only goods but also services of Belgium and EU country to be in Vietnam easier, and that means you have more competitiveness for your product and services, and not only that but also the environment for trade. All the trade barrier should be considered to be eliminated. Yeah. So I think that for all of you here, if you think about export to Vietnam, please look at the EVFTA so that what HS code you are your products in, and then you check the tariff for your products. Yes. It will be very useful for you to know that your products will be more competitive in Vietnam with that agreement. Okay. Thanks for this advice. Can we close this session with maybe some opportunities you see business-wise in Vietnam right now? Because you invited us in the beginning of this session to go to Vietnam, okay? But can you highlight us some of the opportunities you see business-wise in Vietnam right now? Of course. If somebody of you asks me which product or which service you should export to Vietnam, for me, any, if we find the good reason for that. But of course, for a green economy, for example, something related to green economy, transportation or infrastructure, healthcare, or education or IT, it should be better chance or opportunity, more opportunity to be in Vietnam. But if you if your products in others, like somebody here asked me about milk powder, whether it can be in Vietnam or not, I say yes, if we do good market surveys, how many competitors here in the market already we have, but if you are more competitive than them, you have the reason to be in Vietnam. Okay. Yeah. Alain Tran, thank you really, really much for all these insights. If you can applaud them, obviously. And we are going to stay in the coach. We're going to ask the audience if there is some question for you. Good evening. I'm sorry, I don't have a question for you. I have a small testimonial.
My name is Fred. I'm the co-founder of YOLO Brands Confectionery. I met Tran last year in the Export Business Day, and then it was in June. In October, I had the chance, thanks to Hub Brussels, to participate at the Princely and Economic Mission in Australia. Australia is a very long trip, and I had to make a stop somewhere. So my travel agency gave me the advice to make a stop in Hanoi. At this time, I had the idea to say to Tran, you know what, I passed by Hanoi, let's have a coffee. And she asked me, when are you coming? And at this time, I made a big mistake. I forward to Tran my travel ticket with my schedule. Arriving 6 o'clock in the morning, and my second flight was at 11 p.m. 3 days later, I got a market survey concerning my products. 4 days later, I got my program. 3 meetings with buyers in retail. 3 meetings with distributors, and 3 meetings to have a retail store check. I just had my program after 12 hours of flying, and before another 12 hours of flying. So this is my testimonial. I just want to, following the word of Alain, that we need Tran. She is a kind of crazy woman in the good sense. A lot of energy. She knows the markets. She has the network, and she's really fantastic. So you can applaud Tran. To complete your testimonial, Fred, I can say that everything is going so fast in Vietnam. In the morning, you imagine we should have a banner, we should create a banner. In the afternoon, you have the banner. In our countries, we have to wait 1 week, 1 month, we have to repeat the demand. Everything is going fast. The follow-up is there. The speed of execution is there. The willingness to work. That really makes it exciting. Okay. Thank you. And also she explained me, I don't know if you mentioned it, that 30% of the population of these 100 million people is now middle class, and the country is growing so fast that I think maybe in the next few years it will be 50% of the population who will be middle class. So sky is the limit with these markets. Thank you again, Tran. And personally, I hope that with all the CE all over the world that I'm in contact with, I will be able also to develop the business and my business and YOLO brand all over the world, thanks to all the trade council in all over the world of Brussels. Thank you. Thanks. Florence, you have a question? Yes, thank you to both of you for your testimonials. We were talking about how Vietnam is a fast-growing market, has a lot of advantages. I was wondering if there were any mistakes that we could do as an exporting company that would, I'm not saying ruin, but that would maybe burn our contacts, or that would be big mistakes or considered as big mistakes for the Vietnamese contacts that we might have there. Yeah, the local culture is Asian culture, so saving face is important. That when you are in a discussion and when they answer, can you do that? They say yes, because they don't want to be embarrassed by saying no. So you have to interpret. It's like in India, they say, is it okay? And they say, okay. And so you have to interpret. So the body language, you have to check afterward if it's possible or not, because they want to really always to please you. That they don't want to embarrass you. That could be a trigger that you think that it's understood, that it's okay, but in fact there are some obstacles. What else? Mistakes. I think that
the question is the same as the question for the United States. Do we go West Coast or East Coast? Do we start in Hanoi or do we start in Ho Chi Minh? So depending on your business, you will start in Hanoi. Hanoi is more for banking, insurance, classic business. Ho Chi Minh is more for new business, entrepreneurship. So depending on your business, you go north or you go south. Those are two different countries, two different cultures. People living in Ho Chi Minh, they live much more open, much more fun, much more enjoyment. North is more classic, more conservative, I should say. The government is upstairs. It's a communist country, but it's a stable stable authorities. What we are looking for business development is stability. That it's capitalist or communist or democracy. We look for stability. And there everything is stable. They did link many years ago the dollar and the Vietnam dong. So Vietnam dong and dollar are connected, so there is no fluctuation of the Vietnam dong, which is also an insurance for the investor. Okay, thanks. We have another question. So thank you so much for sharing. I have always heard about the beauty of the Vietnam, but I have never heard about the inside of the business. So thank you for sharing that this evening. So I do have a question. What is the Vietnam's government doing to encourage entrepreneurs to come and invest the upcoming years? Thank you. For Vietnam, we very much encourage investment from outside, that means from other countries. And the government, I see for recent year, a lot of encouragement in terms of tax, in terms of the procedures. That means the procedures, they provide a certificate, business certificate, for the company is very quick. Even within 2 weeks, they can have the business certification. And actually, it is because Vietnam really want to have more capital from other countries, and that's why all the procedures for attracting investment from other countries is very easy and convenient for other company. However, actually, I'm working for Hub Brussels, so we really want to export Brussels services or products to Vietnam and welcome investment from Vietnam to Brussels. So that is my job here in Vietnam. And if you would like to invest in Vietnam, the Embassy of Vietnam in Brussels will support you a lot. So that is the address you should go to. However, if you need any question about the country, about the environment, do not hesitate to come with us. Yeah. So much. Thank you for sharing. Maybe a personal testimonial, but the facility to start and to open a business in Vietnam. I opened my first company in 2019, 1 year before COVID, in Hanoi, and the establishment of the company in 2019 was quite complex. Bureaucracy was really intense. And we did open this year, 2024, a second company in Saigon, another kind of business, and it goes very much faster. So I can compare 2019 and 2024. And I can tell you that in a few weeks today, you can go for it. The barrier is the language. They impose all documents must be in Vietnamese. So you have to find a local, but there are many local consulting firms that help you for the translation and to run the business over there. So you find it's quite easy. Okay, thank you very much for your testimonials. We can applaud you again. Alors, bienvenue évidemment. Yvan, tu as vu tout le message d'amour qu'il y avait pour Tran. Ton objectif est... Très impressionnant. Asma, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis passionnée. Ben oui, je pense qu'on ne se définit pas que par son métier. Je suis passionnée, je suis quelqu'un de très aventurier aussi.
Je pense qu'il faut l'être quand on est dans l'entrepreneuriat. Et puis voilà, je suis de formation ingénieur en construction. Je me suis spécialisée dans un premier temps dans la digitalisation de la construction. Et puis à côté de ça, ça fait 8 ans. Et puis à côté de ça, je suis aussi experte en intelligence artificielle et blockchain. Donc on va dire j'ai 2 casquettes différentes. Et j'ai fondé ma propre boîte, donc bureau d'études spécialisé dans la digitalisation de la construction. Et voilà, boîte de consultance aussi et IT. Pas mal tout ça. Yvan, si tu peux aussi te présenter? Oui, moi je suis donc je travaille pour le commerce extérieur et je m'intéresse plus particulièrement aux économies en transition. Donc j'ai commencé ma carrière en Chine, milieu des années 90. À ce moment-là, la Chine était très différente, en transition. Ensuite, à Moscou, en 2003, également, la Russie était très différente à ce moment-là. Et puis en 2010, le continent africain avait résisté au choc financier de la crise financière mondiale de 2008 et était tout d'un coup devenu très attractif. Et j'ai donc choisi d'aller à Nairobi, où je couvrais 7 pays de l'Afrique de l'Est. Ensuite, en 2019, j'ai ouvert le poste en Afrique de l'Ouest, à Dakar, où je suis aujourd'hui. Incroyable. On va donc parler du Sénégal aujourd'hui. Raconte un peu, toi, tu as participé à une mission. Raconte-nous un peu quels étaient les enjeux, pourquoi tu y as été, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pourquoi le Sénégal? Oui, tout à fait. Moi, je connais depuis un petit moment maintenant Bruxelles. J'avais participé notamment à plusieurs missions économiques. Et puis, c'était ma première mission princière, du coup, à Dakar. Et je pense, voilà, une petite dédicace à Carole. Donc voilà, elle m'avait demandé d'abord d'être panéliste là-bas. Et donc, je m'y attendais pas parce qu'en fait, j'avais vraiment rien préparé. Et finalement, j'étais la personne qui avait le plus signé de contrats à Dakar. Et donc voilà, j'étais fort étonnée par l'accueil, par la chaleur humaine qu'il y a à Dakar. À titre d'exemple, nous, quand on vient, bonjour, vous êtes dans quel secteur? Et moi, donc, je venais avec ce mindset. Et puis, bonjour madame, comment allez-vous? Comment ça a été la journée? Et c'est après, donc, c'est le contact, le rapport humain est différent. Et donc, c'est après que les affaires viennent. Et ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Sénégal. Et puis aussi, dans ma stratégie, en fait, autant que société, autant que femme entrepreneuse dans un secteur qui est quand même fort conventionnel, on peut le dire. Donc, je suis assez limitée, en fait, en Belgique en tant que femme jeune dans ce secteur-là. Et donc, j'ai peu d'opportunités, malgré que, je peux dire, je suis reconnue pour mon expertise dans la digitalisation de la construction, mais pas assez pour avoir des bons de commande. Et finalement, l'international s'est vraiment imposé comme une opportunité. Et donc, voilà, j'ai eu d'abord la première mission au Maroc où j'ai vu qu'on ne me jugeait pas sur le fait que j'étais femme, et encore plus à Dakar. Donc, on m'a jugé plus pour mes compétences et j'ai eu des très bons contacts. Et d'ailleurs, je pars ce vendredi, donc dans 2 jours. Ok. Pour le suivi de contacts et pour un projet que j'ai en cours. On a déjà développé une villa à Dakar en BIM, donc la digitalisation de la construction. Incroyable ça. On peut applaudir ça quand même. Eh oui. Yvan, c'est toujours aussi simple? On va à la mission, on signe les contrats, c'est réglé, Alors effectivement, pendant la mission, il y a eu 40 contrats qui ont été signés. C'était une mission présidée par Son Altesse Royale, la princesse Astrid, la plus grande délégation jamais venue d'Europe en Afrique, au Sénégal, pardon, parce qu'il y avait 367 participants. Et tous les secteurs étaient représentés. 1010 entreprises sénégalaises se sont manifestées pour rencontrer les Belges. Ça a été comme un essaim d'abeilles pendant cette mission. Et comme le dit Asma, c'est très vrai qu'en Afrique, on vous juge sur la valeur ajoutée.
sur le produit et pas qui vous êtes. C'est une population jeune, c'est une population qui s'informe parce que le taux de pénétration du mobilophone est de 120%, donc c'est-à-dire que tout le monde a un smartphone et 20% en a deux. C'est un continent qui change vite et je choisis le mot continent puisque depuis 2020, l'accord international de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continentale africaine, a été signé et a pour but de permettre la libre circulation des biens fabriqués en Afrique au sein de l'Afrique. Donc on contemple un marché d'1,2 milliard de personnes. Il y a tout un travail d'harmonisation douanière à faire, mais dans les deux blocs que j'ai cités précédemment, Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, cette libre circulation existe déjà. Ok, il change pas mal les choses. Asma, raconte-nous, donc il y a la mission princière, tu fais plein de rencontres et tout, et là maintenant il y a cette villa, donc tu vas dans 2 jours. Essaye de nous résumer évidemment, mais entre le premier contact et la signature de ce contrat-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as dû créer une structure? Est-ce que voilà, comment ça s'est déroulé? Oui, donc voilà, avec la signature de contrat, forcément, je reviens. Et puis bon, j'étais au Cameroun, mais je suis revenue après. Quand j'ai relancé les contacts, donc certains m'ont répondu, d'autres qu'ils ont pris un peu plus de temps. Et donc là, ça peut être un petit peu décourageant. Il faut savoir aussi, il faut s'adapter au mindset. Et ça, je pense qu'on en avait parlé avec aussi Yvon. Donc c'est le WhatsApp qui fonctionne. Donc je pense que certains pays, il faut aussi voir ce qui fonctionne. Les mails, il n'y a pas de réponse ou peu de réponses. Donc voilà, et il faut s'adapter aux différentes méthodes utilisées sur place. Et donc voilà, j'ai commencé à envoyer des WhatsApp. Et donc... des fois, c'était pas toujours très très réactif, donc c'est vrai que on se dit mais peut-être qu'on laisse tomber, que ça va pas vraiment aboutir. Et puis à un moment donné, j'étais aussi contactée par une société sénégalaise où j'ai pas vraiment fait beaucoup attention. Et puis il me relance une deuxième fois et puis je me dis ok, pourquoi pas, parce que voilà, comme j'avais pas vu. On va dire, ça prenait un peu plus de temps. Et donc, j'étais pas très, très motivée non plus, on va dire ça comme ça. Et puis, donc, on fait un meeting et je vois la personne, elle est super dynamique. Et en fait, il faisait partie du programme PMWHO de Enabel. Et donc, c'est quand même grâce à la mission. Et donc, je sais que Bruxelles, ils sont impliqués dans ce programme-là en tant que partenaire, institution. Et donc, mon contact était partagé avec les sociétés sénégalaises. Et ça, c'est le meilleur contact que je me suis fait en tant qu'entrepreneuse, parce qu'aujourd'hui, c'est un partenaire solide. J'ai quelqu'un de local auquel toutes les sociétés lui font confiance. Et donc, pour dire que des fois, il ne faut pas désespérer que ça n'a pas marché, parce que finalement, grâce à ce contact, aujourd'hui, j'ai l'ouverture à tout le marché. Et donc, c'est lui, en fait, via son réseau. Donc, il est venu en Belgique, on s'est rencontrés. Bon, j'ai pas pu rester longtemps parce que je devais voyager à Dubaï pour une conférence. Mais malgré ça... Oui, tu veux le placer, ok, d'accord. Non, mais je veux dire, c'est que j'avais vraiment, comme c'était last minute, j'avais vraiment pas le temps. Et donc, c'est entre mes 2 meetings qui se déplaçaient dans des cafés pour me voir. Et franchement, ça, c'est chapeau. Je l'avais félicité parce qu'il n'y a pas n'importe qui serait capable de le faire. Je lui dis, mais désolé, comme c'était pas prévu dans mon programme. Je lui dis, je suis de ce café de Louise. J'ai 30 minutes entre mon meeting et le deuxième. Et donc, il venait vraiment, alors que c'était sa première fois en Belgique, pour dire à quel point il était vraiment déterminé. Et donc, pour moi, déjà, le contact, on a remarqué aussi qu'on avait plusieurs volets de collaboration, non seulement parce qu'il était intéressé par les smart buildings, mais aussi dans l'IT, pour développer des différentes plateformes. Et donc, voilà, on a trouvé qu'on avait plusieurs volets. Et quand il est retourné, donc, il a été très, très actif. Directement, le premier contact, on parle... J'ai un client donc, de l'État pour une extension d'un bâtiment d'État. Ça a commencé par juste Smart Building, et puis faire le BIM, puis faire des études de structure. Donc j'étais fort impressionnée. Puis après, voilà, une villa que maintenant on a déjà terminée, mais ça c'était pour avoir un projet prototype avec lesquels les différents clients potentiels pourraient s'identifier, parce que c'est, on va dire, un design, un lieu qu'ils connaissent. Et puis d'autres contacts. Et aujourd'hui, c'est lui aussi, entre autres, qui m'a aidé aussi à organiser mes rendez-vous quand je serai là, donc dans 2 jours.
Et les contacts qu'on ne m'avait pas répondu, je lui ai transmis. Et finalement, ils ont répondu. Notamment, voilà, j'avais Eiffage, les autoroutes, on m'avait plus répondu. Et là, je lui dis, bah tiens, bon, je vais quand même tester, je vais lui transférer le contact. Et 2 jours après, voilà, j'ai le meeting, d'ailleurs que j'ai eu ce matin. Donc voilà. Incroyable. Donc si tu vas au Sénégal, il faut 2 contacts. Yvan, évidemment, et alors ton contact là, donc tu donneras les coordonnées à quelques personnes intéressées, hein, discrètement, de quelqu'un qui ouvre toutes les portes là-bas. Yvan. Et effectivement, il faut travailler sur la relation personnelle. C'est tout à fait fondamental. L'email est impersonnel en Afrique. Le WhatsApp est personnel. Et c'est pour ça que ça marche nettement mieux. En général, on a la moitié de l'information sur WhatsApp et l'autre moitié qui est envoyée par email. Et donc tu conseilles aux gens de WhatsApp, vous l'avez dit, personnel, sur la signature de contrat et tout ça, ça a été aussi vite, ça a été pour toi, ou c'était un WhatsApp échangé, c'était OK et ça démarrait, ou il fallait passer par avocat, truc comme ça On n'est pas encore passé par avocat, mais on a signé un contrat de partenariat. Et donc maintenant, avec le changement politique, il y a eu le président. Donc comme c'est un projet d'État, c'est le premier projet directement projet d'État. Donc on est obligé d'attendre le changement ministériel. Mais il nous a demandé qu'il fallait venir visiter le bâtiment, rencontrer l'architecte pour voir comment on va s'imbriquer dans leur process. Et pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, juste avant notre panel, j'avais échangé avec Yvan pour les autres contacts, parce que bon, on a quelques petits meetings, mais on n'a pas tout. Et donc forcément, d'avoir aussi le contact avec l'attaché commercial, d'ailleurs, qui sont très sympas et très disponibles. Et donc pour pouvoir booker, malgré que c'est last minute. Donc j'ai demandé, il m'a dit, tu m'envoies ça demain, tu auras les contacts pour ta mission. Donc je dis, ouais, mais je pense que c'est un peu trop tard, je viens de demander que maintenant. Elle fait, ah non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on pourra organiser ça pour toi. Donc voilà, je pense que d'avoir... moi, j'ai eu la chance donc avec Enabel, que d'ailleurs, j'avais pas assisté à leur séance quand j'étais à Dakar. Mais malgré ça, voilà, avec le contact, j'ai fait partie du programme. Ça m'a permis d'avoir un bon partenaire, mais ça aurait été très bien aussi via l'attaché commercial. Et d'ailleurs, voilà, on va continuer parce que maintenant, pour moi, Dakar, c'est un pays en fait que je mets prioritaire pour ma stratégie de développement. OK. Parce que c'est un pays qui se développe rapidement. Quand on va à Dakar, ça construit partout. Pas toujours très bien. Et pas toujours de façon très jolie, mais c'est un secteur extrêmement dynamique. Et c'est toutes les capitales de l'Afrique qui sont en train de s'étendre à une vitesse incroyable. Et je pense qu'il y a Mathias de Shanghai, c'est toi, j'ai discuté entre 2 émissions, et il me disait que son métier c'était d'être disponible quasi 24, 7 jours sur 7. C'est du marketing ça, ou vraiment pour aider les entrepreneurs et tout, vous devez comme ça disponible, souvent être hyper réactif, et c'est la clé pour... Effectivement, très réactif. On a tendance à travailler de longues heures, et c'est un métier aussi où il faut être créatif, où il faut bien expliquer la valeur ajoutée des entreprises. Ça ne sert à rien de venir en Afrique en disant « j'existe depuis 1920, je suis leader mondial dans... ça ne les intéresse pas. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi le segment dans lequel on peut faire quelque chose? Ok, canon. Asma, ton contact pour ta recommandation pour la future Asma qui va se lancer au Sénégal. C'est un conseil à nous donner, un dernier conseil, une dernière. Moi-même. À ta prochaine toi-même, ta future toi-même. Mais je pense d'abord qu'il faut faire aussi une étude de marché. Ça a été souvent aussi mentionné tout à l'heure. Et puis je pense que forcément, il faut contacter Yvan pour l'étude de marché. Je pense que c'est les meilleures personnes en fait à savoir répondre. Est-ce que ça peut... voilà, il y a la maturité de marché, parce qu'il faut savoir aussi que comme je suis dans la digitalisation de la construction, c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé en Belgique. Donc même en termes de maturité de marché, ce n'était pas intéressant. Alors que là-bas,
en fait, ils veulent directement donc digitaliser parce que ça fait partie des plans stratégiques de Sénégal. Je pense que ça a été changé, mais vous l'avez si bien mentionné aussi hier à la soirée des Nabel, que aussi la technologie reste aussi parmi dans le cœur de la stratégie. Et je pense que ça permet non seulement pour une meilleure gestion, etc. Donc ça, c'est le deuxième point, donc la maturité. Et puis, je pense qu'il faut aussi être ouvert d'esprit. Ça veut dire s'adapter aussi à la culture entrepreneuriale, mais aussi à la culture du pays pour savoir aussi comment communiquer. Et il faut aussi venir avec cette optique de win-win. Qu'on n'est pas, on vient de l'Europe, qu'on est les meilleurs, les leaders, etc. Je pense qu'on a aussi des choses à apprendre l'un de l'autre. Et donc, et je pense aussi qu'il faut faire attention aussi aux réglementations, se renseigner pour son secteur. Je pense que c'est un élément important. Et persévérer, ça veut dire que si peut-être pas, après la première mission, vous n'avez pas de contact, il ne faut pas abandonner, comme j'ai eu le cas. Moi, après quelques mois, j'étais là, peut-être c'est pas intéressant. Oui. Alors que non. Donc maintenant, au contraire, c'est vraiment un marché prioritaire pour moi. Oui. Donc il faut persévérer, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et je suis sûre que vous ne saurez qu'avancer. Et il faut effectivement maintenir cette relation personnelle. Quand on rencontre une personne au Sénégal, on commence par se présenter soi avant de parler de son projet. Okay. C'est qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Vous l'avez bien fait tout à l'heure en me présentant en tant qu'une personne passionnée. Voilà, effectivement. Oui. Et puis alors après, on parle du projet. On se présente, on parle du projet, et puis on prend son WhatsApp, c'est ça? Exactement. Yes, allez, je suis prêt pour le Sénégal. Génial. On peut vous applaudir maintenant pour vos témoignages. Merci. Est-ce que dans le public, on a une question? Bonsoir tout le monde, Lucie Adou. Donc moi je suis entrepreneuse dans l'Atiké déshydraté de Côte d'Ivoire. Et je reviens sur ce que Asma disait. Donc grâce à Carole, moi j'ai pu participer à la mission conjointe au mois de décembre. Et je suis arrivée en Côte d'Ivoire et la première chose que j'ai comprise, c'est que les gens là-bas n'attendent pas et qu'on ne va pas là-bas en tant que, diaspora africaine vivant en Europe, qui va aller apprendre aux gens comment fonctionner, comment... Par contre, et là je m'adresse à Asma, comment voyez-vous, par exemple, les idées de marketing, positionnement et tout ce qui entoure une marque que vous êtes en train de créer là-bas? Comment voyez-vous par rapport à votre expérience à Dakar? Merci. Après, voilà, je ne suis pas experte en marketing, mais je pense que, comme j'avais mentionné tout à l'heure, l'étude de marché est importante. Je pense que maintenant, grâce à Internet, on peut faire des recherches. Il faut aussi contacter les attachés commerciaux pour pouvoir justement avoir une meilleure idée encore plus du marché. Et puis, je pense que le deuxième point, c'est un bon partenaire, un partenaire de confiance. Parce qu'aujourd'hui, comme les contacts, comme il a si bien mentionné Yvan, il faut le contact humain. Et pour ce contact humain, il faut être présent. Donc, si on n'est pas capable d'être présent nous-mêmes, il faut qu'on ait un partenaire local qui est présent. Et c'est lui qui va faire ce lien-là pour pouvoir faire avancer les choses. Et puis, pour la marque, pour nous, on est en train de discuter, peut-être après 3 projets, de créer une filiale ensemble, joint venture. Et ça, c'est parce que ça va permettre de win-win et qu'on peut avancer ensemble, parce qu'il y a déjà une confiance qui est très très bien installée. Et juste pour ajouter un petit exemple, c'est que tellement qu'on a confiance l'un à l'autre dans le business qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il développe une application EduTech qui est cofondateur. Donc c'est pas avec moi, je collabore avec une de ces sociétés, et la deuxième, donc je collabore pas avec. Et il veut créer une filiale au Maroc, et donc il me propose, est-ce que je vais être cofondatrice? Et je
pense que ça reflète justement à quel point le contact humain est important. Et quand il y a un environnement de confiance, ben, du coup, chacun peut apporter aussi à l'autre et on peut aussi, on va dire, growing le business ensemble. Canon, merci beaucoup. Une question ici, de Guilain. Oui, bonsoir. Ma question, c'est pour Yvan. Je vois que vous assistez des entreprises belges à faire du business à Dakar, voire en Sénégal. Je voulais savoir concrètement comment est-ce que vous faites. Une entreprise qui vient vous consulter pour l'aider à déployer les activités au Sénégal. Étape par étape, comment est-ce que vous faites? Alors, ça va d'abord, je vais demander à l'entreprise de m'expliquer ce qu'elle a envie de faire et quelle est sa valeur ajoutée. Je dispose d'un réseau de relations. Je suis ambassadeur du mouvement des entreprises du Sénégal, une distinction qui m'a été remise par le ministre de l'économie du gouvernement précédent. Parce que justement, j'ai développé ce réseau et que je suis impliqué dans le développement économique. Donc, une fois que j'ai votre profil et j'ai ce que vous voulez faire, alors je peux faire des suggestions. Mais comme l'a très bien dit Asma, faire des affaires en Afrique, c'est un commitment. On ne vient pas une seule fois et puis on se dit avec Internet, avec Teams, du coin de mon bureau ici à Bruxelles, à la fin de la soirée, je vais piloter mes affaires au Sénégal. Ça ne marchera jamais. Donc, il faut être prêt à s'investir dans des déplacements, dans un suivi. Asma, elle revient, elle construit son relationnel et c'est ça la clé du succès. Merci beaucoup. On a une question ici chez monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, vous avez parlé de l'ambiance d'affaires, l'atmosphère, l'environnement et la population qui est très jeune et l'utilisation des nouvelles technologies. Mais ça, je pense, c'est propre à la plupart des pays d'Afrique. On a parlé du Maroc tout à l'heure. Je voulais savoir quels étaient les secteurs, en fait, qui étaient les secteurs d'avenir. Si aujourd'hui on devait investir ou développer un business au Sénégal, quels seraient les secteurs privilégiés? Je dirais que la première chose, c'est que vous devez être compétent dans ce que vous faites. Alors, si vous êtes compétent dans l'agriculture, c'est un secteur porteur, l'agriculture. Il emploie aujourd'hui 60% de la population active du pays. L'agriculture a besoin aujourd'hui de nouveaux intrants, de semences de qualité, de meilleures techniques agricoles, de transformation agroalimentaire, de création de valeur ajoutée locale. Voilà. Je peux également vous dire qu'aujourd'hui, le Sénégal importe 90% de ses médicaments. La Belgique a été un acteur important dans la création de la première plateforme de production de vaccins en Afrique. C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans, commencé à Dakar. Jusque-là, l'Afrique importait la totalité de ses vaccins. Et donc maintenant, l'entreprise Universal Unisima contribue à la construction de la première usine de production de vaccins et elle sera au Sénégal. Je peux vous parler du BTP, mais Asma l'a fait suffisamment. Je peux vous parler du tourisme. C'est également un pays qui a de nombreuses opportunités. Une entreprise belge en collaboration avec une entreprise espagnole viennent d'ouvrir un hôtel de 1500 chambres face à la mer, à Pointe-Sarène. Magnifique. Voilà.
Il y a l'économie bleue, il y a l'économie verte. Nous sommes très actifs dans cette transition énergétique, puisque l'Europe, les deux pays européens, la France et l'Allemagne, ont mis un fonds à disposition de 2,5 milliards d'euros pour aider à la transition énergétique et faire passer le mix énergétique du Sénégal de 30% énergie verte aujourd'hui à 40% d'ici 2030. Et nous avons trois entreprises belges actives dans ce domaine pour un total de 300 mégawatts dans le pipeline. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en construction. Merci beaucoup. Florence va clôturer. Une petite question pour clôturer donc cette session d'échange. Merci du coup à tous les deux pour votre partage. Quand on a préparé la session d'aujourd'hui, on a parlé de différents tips and tricks concernant le Sénégal. Il y en a un qui m'a marqué et qui n'est pas ressorti dans la conversation, et c'est notamment celui de la modalité de paiement avec les entreprises sénégalaises, que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Donc du coup, Yvan, est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Donc, faire un contrat, c'est une chose. Se faire payer, c'est autre chose. Et c'est très important d'être attentif à cette dimension. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les non-paiements s'accumuler. Il faut être très attentif à se faire payer aux échéances et fractionner. Je conseille toujours aux entreprises belges de fractionner leurs paiements. Pourquoi ? Parce que payer un peu, c'est pas trop difficile. Mais quand il y a des gros montants qui sont en jeu, c'est plus compliqué. Donc, être très très sérieux là-dessus. L'autre aspect sur lequel il faut être sérieux, c'est de bien tenir sa documentation. Croire que parce qu'on est en Afrique, on peut être négligent avec les autorisations, les permis, les licences, les obligations administratives, c'est une erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Donc, dès le début, bien se renseigner, faire les choses dans les règles, suivre ses paiements, ce sont les clés de la réussite dans ces pays. La recette pour un désastre, c'est venir une fois puis dire « j'ai rencontré un partenaire extraordinaire, je lui ai remis les clés de la voiture, les clés du bureau et le compte en banque. Tout ce que je dois faire, c'est rentrer en Belgique et attendre les dividendes. » Eh bien, ça, c'est la recette pour un désastre. Ok, merci beaucoup pour votre témoignage. On va vous applaudir évidemment. On est donc à la fin de cette belle soirée. Oh, je suis près du spot. Merci beaucoup à vous, évidemment, d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Merci aux orateurs, tous, à vous et à ceux d'avant. Merci à vous d'avoir témoigné votre amour pour les attachés économiques aussi, quand même, disponibles. C'est une vraie pub aujourd'hui pour vous, c'est incroyable. Et Florence la boss, évidemment, de l'Export Talk avec son équipe Katia et Lorraine qui est quelque part, je ne sais plus qui est là, va venir dire un dernier mot de clôture. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je suis très contente à chaque fois de voir des nouvelles têtes, des anciennes têtes aussi, mais des nouvelles têtes aussi. C'est super chouette. C'est le principe de l'Export Talk Show. On a vraiment envie que ce soit une affaire qui roule et qui dure, où on peut vraiment créer une atmosphère d'échange et de rencontre entre les entrepreneurs et les entrepreneuses bruxellois et bruxelloises qui souhaitent exporter. Et donc, le but pour nous, c'est vraiment de vous donner des infos sur scène, mais aussi par les échanges dans la salle. Donc, j'espère que ça a été le cas. Si vous avez des suggestions de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde sur scène, n'hésitez pas à venir nous trouver. Je voulais remercier aussi mes collègues de l'étranger, du coup Yvan, Eric et Trang, qui sont montés sur scène alors qu'ils sont certains en décalage de horaire. Donc merci beaucoup.
Si vous voulez les rencontrer et avoir des one-to-one avec eux parce que vous êtes intéressé par leur marché, c'est possible, mais c'est surtout aussi, chaque année, ils reviennent une semaine. Bon, malheureusement, et vous pouvez les rencontrer, avoir des business meetings avec eux. Malheureusement, c'était hier, je crois, donc désolé. Mais donc, à l'année prochaine pour les rencontrer en vrai. Et sinon, du coup, nous, on est toujours là pour vous donner des infos sur l'export en règle générale. Je pense que c'est à peu près tout. Le prochain Export Talk Show aura lieu en septembre. La date est encore inconnue, mais restez informés sur nos réseaux sociaux, donc Hub Brussels, nos pages LinkedIn. C'est là généralement qu'on poste. Et puis voilà, je vous invite, je ne sais pas quelle heure il est exactement. S'il est moins de 22 heures, je vous invite à prendre peut-être un dernier verre. S'il est 22 heures, il est moins 5. Donc, malheureusement, soit vous foncez et vous affonez votre coca, ou pas votre coca, soit je vous invite à partir en même temps que nous. Merci beaucoup pour la soirée. Merci à tous les intervenants.